Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le gouvernement Harper est-il à la hauteur des attentes que le peuple avait fondées en lui lors de la dernière élection fédérale? Alors, j'en discute avec la députée du NPD en Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Mme Moore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Moore. C'est très gentil de votre part. Ça me fait toujours plaisir. Le gros dossier qui se véhicule à la grandeur du pays, à ce temps-ci, c'est la réforme de l'assurance-emploi. Mais avant d'aller dans la réforme de l'assurance-emploi, Mme Moore, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, pas plus tard qu'hier, qui m'a dit que plusieurs personnes essaient d'entrer en contact avec le bureau fédéral de Rouyn-Noranda. Ils sont incapables d'entrer en contact. Est-ce qu'il est fermé, ce bureau-là? Qu'est-ce qui se passe avec le bureau fédéral à Rouyn-Noranda? Apparemment, on téléphone, mais il n'y a jamais de réponse. Bien, c'est sûr que j'ai pas essayé d'appeler. Là, je ne sais pas si les gens ont essayé d'appeler sur la ligne comme au Canada, sur la ligne générale de Services Canada ou du bureau de Rouyn-Noranda. Okay. Au bureau de Rouyn-Noranda, oui, il y a eu des coupures de postes au niveau de Services Canada. Ces gens-là ont quitté le 1er avril. En tout cas, la plupart ont été obligés de quitter le 1er avril. Donc, les coupures de postes qui avaient été annoncées ont été faites malheureusement. Et d'une manière générale, sur la ligne téléphonique de Services Canada, les gens sont incapables de parler à qui que ce soit. C'est ça. Ça a été... la réforme de l'assurance-emploi, elle a été mise en place sans que les services téléphoniques soient fonctionnels parce que ça fait plus d'1 an qu'on leur dit que vos services téléphoniques ne fonctionnent pas. Okay. Les gens appellent, attendent 2-3 jours avant de réussir d'être capable d'avoir la ligne. Il y a une jeune femme à Ville-Marie à qui j'ai parlé. Ce qu'elle m'expliquait, c'est que quand elle essayait d'appeler, après 45 minutes, il raccrochait. Ça lui a pris 3 jours avant d'être capable de parler à quelqu'un. C'est ce qu'on m'a dit. Exactement, c'est ça qu'on lance une réforme sans avoir les services aux citoyens pour être capable de répondre à leurs questions. On a lancé cette réforme-là. Il n'y avait aucune formation, il n'y avait aucune explication qui était donnée aux travailleurs ou aux chômeurs. C'est le NPD, c'est moi qui est allé faire des conférences dans chaque ville pour essayer d'expliquer aux gens une réforme pour laquelle que je trouve complètement médiocre et mal faite, mais au moins pour donner l'information aux gens, pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y en est, puis si possible, qu'ils évitent de se trouver dans des situations où est-ce qu'ils sont un peu pris au piège ou entre l'arbre et l'écorce. Donc, c'est nous qui avons fait ce travail-là sur le terrain. La ministre a lancé ça sans même donner d'explication. Elle comprenait même pas sa réforme. On lui posait des questions en chambre, puis elle semblait même pas comprendre de qu'est-ce qu'elle parlait. Et c'est sa propre réforme. Est-il vrai, on va sortir juste quelques secondes là, de la réforme de l'assurance-emploi pour y revenir un petit peu plus tard. Est-il vrai qu'en Chambre, il y a des politiciens du gouvernement Harper qui se font poser des questions et ils sortent une feuille pour répondre qui assez souvent, ça ne répond même pas à la question. Ça veut dire que tout est dirigé par le bureau du premier ministre à ce moment-là? Bien, d'une manière générale, ça a toujours été comme ça pour tous les ministres, dans le fond, c'est qu'ils ont un cartable avec différents sujets qui concernent leur ministère. Et quand ils se font poser une question sur tel sujet, ben ils vont dans leur cartable pour... aller chercher la réponse. Aller chercher la réponse, parce que veut pas, on a beaucoup de dossiers quand on est ministre, donc on se rappelle peut-être pas de tout par cœur ou on se rappelle pas des chiffres exacts. Donc ça, habituellement, c'est préparé par le cabinet du ministre. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, des fois, on a l'impression que c'est pas nécessairement préparé par le cabinet du ministre comme tel, mais plus par le bureau du premier ministre. Qui a l'air d'avoir de la main c'est mise sûr partout. Que, des ministres peut-être plus d'expérience, vont se servir de leur feuille beaucoup plus comme aide-mémoire juste pour les chiffres ou certaines données particulières, mais ils sont capables de répondre facilement, tandis que dans d'autres cas, certains peut-être ministres que c'est plus difficile, eux, ils vont lire la feuille complètement pour éviter de dire quelque chose qui serait inexact. Madame Moore, on va parler de la réforme de l'assurance-emploi.
Expliquez-nous quand même en peu de mots, si possible, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions sur ça, mais en quoi consistent les principaux changements dans l'assurance-emploi? Il y a un changement au niveau de la définition d'un emploi convenable. Donc, auparavant, c'est vrai, les chômeurs étaient tenus de chercher un emploi pendant qu'ils étaient au chômage, mais la définition de qu'est-ce qui était un emploi convenable pour ce chômeur-là était laissée à la discrétion, si on peut dire, du fonctionnaire, donc au gros bon sens. Donc, on faisait preuve de jugement, de logique. Par exemple, si on prend un homme qui a toujours fait un travail manuel, on va dire, plombier, électricien, vraiment très manuel, qui perd son emploi, il n'y avait pas nécessairement, on va dire, un salaire très haut. Donc, il se fait offrir un emploi de vendeuse de vêtements pour dames, de vendeur de vêtements pour dames. Peut-être qu'il va dire, regarde, je comprends bien que tout ce qu'il demande, c'est un secondaire 5, mais tu sais, je suis même pas capable d'acheter du linge à ma femme sans qu'elle me le pitche en pleine face. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas ma place. Et le fonctionnaire pouvait dire, tu sais, oui, même si l'emploi demande juste un secondaire 5, on comprend que par logique, c'est peut-être pas le meilleur endroit. C'est pas tout à fait son poste, exactement. À vous envoyer, puis il y a probablement quelqu'un d'autre au moins un peu plus à l'aise avec le poste qui va pouvoir faire ce travail-là. Donc, le fonctionnaire était capable d'utiliser d'une certaine logique pour dire si oui ou non c'était un emploi convenable ou pas. Par exemple, on ne tient pas compte non plus des peurs, des craintes, tu sais, comme préposé aux bénéficiaires, s'ils demandent un secondaire 5, ils ne demandent pas le cours. Et quelqu'un a peur des morts, et souvent, on peut être en contact avec des personnes qui sont décédées. C'est sûr. Ça veut dire que le mot emploi convenable, puis recherche d'emploi raisonnable, les termes ont changé. Là, je veux dire, c'est les définitions en arrière des termes qui ont changé. Qui ont changé. Fait que c'est à ça à faire attention. Quand on dit obliger les gens à accepter des emplois peu rémunérateurs. Parce que quand on regarde ici, parce qu'il faut le dire, les gens probablement les gens ont reçu là, cette feuille-là ici, là, qui changement à l'assurance-emploi. Entre ce que l'opposition dit et entre ce que le gouvernement au pouvoir dit, il y a une mer entre les deux, là. Ça ne marche pas du tout, du tout. Parce que quand on dit ici obliger les gens à accepter des emplois peu rémunérateurs, le gouvernement fédéral dit non, ça, c'est pas vrai. Puis quand on regarde les changements dans la loi, oui, c'est vrai. Exactement. Je vous laisse aller un peu avec ça. C'est que, comme tel, l'obligation d'accepter un travail, elle va jusqu'à 70 de son salaire après une certaine période de temps au chômage. Oui. Donc, on est à 20 $ de l'heure, on tombe à 14 $ de l'heure. Fait que oui, c'est moins rémunérateur. C'est sûr. C'est sûr que la personne fait plus d'argent à son 14 $ de l'heure que peut-être sur le chômage, sauf que ce que ça dit pas, c'est toutes les autres dépenses connexes. Parce que là, si on est à 70 de son salaire, mais qu'on est obligé d'accepter un emploi à 100 km de chez soi, oui, parce que c'est de payer la gardienne, de payer plus de gardienne. Si on voyage un déplacement automobile qui coûte une fortune aujourd'hui. Exactement. Là, on se retrouve peut-être à 50, 40, 30 du salaire qu'on avait avant quand on prend toutes les dépenses connexes qu'on n'avait pas auparavant. Et c'est ça qui n'est pas tenu compte. Ce qu'on nous dit, c'est que si la personne perd de l'argent à travailler, comparé à être au chômage, on ne l'obligera pas. Sauf que si la personne fait juste 2 piastres de plus par semaine à travailler qu'avoir son chèque d'assurance-emploi, là, on va l'obliger à le prendre. C'est ça. Fait que c'est ça qui n'a pas de logique. Et de prouver que ça n'a pas de logique, c'est compliqué quelquefois pour des gens parce que là, il faut vraiment arriver avec des arguments, faire des calculs, dire l'essence est à temps, la dévaluation sur mon camion. Donc, d'arriver avec une preuve solide en face du fonctionnaire qui va être capable d'être accepté par Service Canada, puis en dedans de 4-5 mois, parce que là, s'il bloque ton dossier pendant 4 mois et que tu ne reçois pas d'argent, le temps qu'ils réfléchissent, ça n'a pas de sens, là. Ça veut dire, parce que une personne qui est au Québec,
pourrait être obligé d'accepter un emploi en Ontario, rendu que c'est à 100, au maximum 100 km, c'est ça? Fait que là, c'est comme vous le dites si bien, le salaire, qui n'est pas le même probablement, les dépenses encourues, si à 100 km, la personne décide d'être obligée de se prendre un loyer là-bas, ça ne fonctionne pas là, à ce moment-là, là, parce qu'il va aller travailler, il va payer pour aller travailler là, à ce moment-là. Oui, oui, il y a des gens qui risquent fortement de payer pour travailler avec cette réforme-là. Il n'y a pas, comment je peux dire, le gros bon sens. Et ils ont coupé tous les postes de fonctionnaires régionaux. Donc, il reste des gens, des commis au comptoir, mais les gens qui traitent le dossier ils ont délocalisé les postes à l'extérieur. Donc, la réalité terrain, ils ne la connaissent pas. Quelquefois, on va sur Google Maps, puis il y a un pont entre tel village, comme par exemple dans la MRC de l'Abitibi, ben, entre Saint-Mathieu et Saint-Marc, il y a un pont. Mais il n'y en a jamais eu dans la vraie vie. Fait que là, le fonctionnaire va dire aux gens, ben oui, mais tu prends la route, tu pognes le pont, puis tout va bien. Mais là, la personne va lui dire, oui, mais il n'y en a pas de pont. Ben, il va dire, oui, il y en a un sur Internet. Donc, ça va faire des ostinages, des chemins qui ne sont pas déneigés l'hiver, qui ne sont pas praticables l'hiver. Un fonctionnaire qui est ici localement, il le sait, ça. Mais quelqu'un qui est à Laval, il ne le saura pas. Fait qu'il risque d'avoir beaucoup de perte de temps à cause d'une mauvaise connaissance de la réalité terrain. En plus de tout ça, on n'est pas capable de les rejoindre. En plus de ça, parce qu'on les appelle, puis on a tellement de difficultés, comme vous le disiez si bien, puis comme une personne me le disait, on peut prendre des heures, puis même des journées avant de réussir à parler à quelqu'un, puis peut-être qu'il ne sera même pas capable de nous donner l'information qu'on veut avoir. Fait qu'il y a un fichu de problème. Et à tout ça, c'est un problème monétaire. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que avec ça, on veut avoir des renseignements sur l'assurance-emploi. On veut avoir notre chèque d'assurance-emploi. Puis là, peut-être que notre dossier est bloqué pour telle et telle raison, puis on n'est pas capable de le faire débloquer parce qu'on n'a pas les renseignements pour. Exactement. Puis les gens attendent. Puis quand il n'y a aucun revenu qui rentre à la maison, c'est vraiment stressant. Vivre. Puis on demande au gouvernement d'avoir des taux raisonnables, par exemple, sur les cartes de crédit depuis je ne sais pas combien de temps. Oui. Les gens souvent vivent à crédit, s'endettent, tu sais, quand c'est des cartes de crédit à 19 d'intérêt, puis même 29 d'intérêt pour certains, là, c'est vraiment pas évident comme situation financière. Exactement. Donc, ça a été vraiment fait de manière tout croche. Et on n'est pas capable de parler aux gens. C'est ce qui est encore plus insultant dans tout ça. Dans un autre changement à l'assurance-emploi, Mme Moore, il est dit « La nécessité de chercher du travail est-elle une nouvelle exigence? » Et dans le papier du gouvernement, on dit « Non, ce n'est pas une nouvelle exigence. » Non, ça l'a toujours... Ça, par exemple, c'est vrai, les gens ont toujours, si on peut dire, eu l'obligation de chercher du travail. Maintenant, encore là, ça, c'était, si on peut dire, géré un peu par le gros bon sens des fonctionnaires, à savoir si la personne, elle, cherchait raisonnablement du travail. Okay. Quand on prend une région X où est-ce qu'il n'y a aucun emploi disponible, il y a zéro offre d'emploi, bien, on va dire à la personne, travaille sur ton CV, fais un peu de formation, essaye de faire des choses pour améliorer tes conditions d'emploi, mais on le sait qu'il n'y en a pas d'emploi, donc on ne va pas te demander d'essayer de trouver un emploi qui n'existe pas, il n'y en a pas. Mais les démarches d'emploi incluent aussi, par exemple, la préparation d'un CV, travailler à traduire son CV pour qu'il soit dans les deux langues officielles, faire de la formation. Donc, on insistait plus là-dessus. Mais ça a toujours été là. Maintenant, c'est vraiment encadré. Il faut qu'il y ait 3 démarches d'emploi. Il faut qu'on ait un petit carnet qu'on prenne tout en note. Alors qu'avant, encore là, c'était un gros bon sens. C'était le jugement des fonctionnaires qui disait, tu sais, bon, est-ce que la personne cherche raisonnablement? Ce que l'on n'a plus aujourd'hui. Malheureusement. Aussi, il y avait, parce que quand même, le temps passe très vite et j'ai d'autres questions aussi pour vous, mais dans les changements de l'assurance-emploi, il y avait aussi, est-ce que les gens seront obligés de déménager pour trouver du travail?
Le gouvernement dit non, ils n'auront pas à déménager. Mais là, encore là, on parle du 100 km, on parle du prix du pétrole. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est qu'on dit aux gens, vous n'êtes pas obligés de déménager. C'est vrai, en fin de compte, c'est vrai, ils ne sont pas obligés. Mais ça veut dire qu'ils vont venir un temps, ils vont travailler pour rien. Bien, c'est ça. On n'oblige pas les gens à déménager, mais on vous oblige à faire à jusqu'à 100 km aller, donc 200 km par jour. C'est ça. Fait que prenez-le comme vous voulez. Etc. Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un peu obliger les gens à déménager. C'est juste que formellement, on te laisse le choix de voyager ou de déménager. C'est ça, exactement. Madame Moore, est-ce que... On va sortir, je veux dire, des changements. On sait qu'il y en a beaucoup. Les gens sont contre ça et avec raison. Moi, je n'ai pas peur d'exprimer mes opinions. Je l'ai toujours dit, puis je vais vivre avec, puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vraiment des changements qui sont majeurs pour les travailleurs saisonniers. Et Dieu sait s'il y en a des travailleurs saisonniers, nous autres ici, surtout au Québec, on en a beaucoup, beaucoup. Dans les provinces maritimes aussi, beaucoup. L'Ouest canadien est moins touché un peu, mais en tout cas, de toute façon. Est-ce que, selon vous, le Québec peut récupérer l'assurance emploi? Est-ce que le Québec serait capable de diriger l'assurance emploi, de l'avoir sous sa responsabilité? Bien, il faut comprendre que le programme d'assurance emploi, c'est un programme d'assurance en partant. Donc, le but de ce programme-là, un peu, c'est des programmes d'assurance générale, c'est d'avoir le plus grand nombre de personnes pour contrebalancer. Donc, quand ça va un peu moins bien, par exemple, au Québec, souvent, bon, dans l'Ouest, ça va un peu mieux et ils sont capables de contrebalancer. Oui. Mais le contraire a eu lieu. Pendant un bout, ça allait très bien au Québec. Il n'y avait pas beaucoup de prestataires et c'était dans l'Ouest que c'était plus difficile. Donc, en ayant un programme pan-canadien, on est capable de balancer, si on peut dire, les demandes versus les personnes qui contribuent. C'est rare que ça va mal partout à l'ensemble du pays. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de contrebalancer. Si le Québec le rapatrie, il n'y a pas cet équilibre-là. Et au niveau du nombre de contributeurs, donc il va y avoir plus de chômeurs à une certaine période. Et il reste aussi que ça prend des fonctionnaires pour le gérer. Donc, d'une certaine manière, les frais administratifs seraient plus élevés pour le Québec, le gérer seul. Donc, je ne crois pas que ça serait la solution de rapatrier au Québec. Je pense que la solution, c'est juste de le gérer comme du monde. De gérer. D'avoir le rendre accessible. Oui. Exactement. C'est pas une question de le rapatrier au Québec, c'est juste une question de mauvaise gestion. À l'heure actuelle, les conservateurs le gèrent tout proche. C'est ça. Il marchait avant, il aurait pu être amélioré encore. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours place d'amélioration, peu importe quoi, là, mais, tout le temps. Tu sais, si les libéraux, les conservateurs arrêtent de voler dans la caisse d'assurance-emploi... Non, il y a été chargé déjà jusqu'à 50 milliards dedans. Fait que ça n'a pas de sens. Si on la gère comme il faut et qu'on la rend accessible aux gens quand ils en ont besoin, c'est quelque chose qui fonctionne très bien au niveau canadien et qui va continuer à fonctionner. C'est vraiment une question de mauvaise gestion à l'heure actuelle. Même si le Québec la rapatrie, s'il le gère tout croche, on ne sera pas plus avancé. C'est une question de gestion. Alors, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, lorsque le gouvernement au pouvoir, le gouvernement de Mme Marois dit que le Québec serait capable d'administrer sa propre caisse d'assurance-emploi, on peut en douter d'abord à ce moment-là. Même les frais seraient beaucoup plus élevés. Ça, exactement. C'est que si on a une crise dans le domaine minier, on a une crise en même temps dans le domaine forestier, là, on arrive avec un paquet de chômeurs terribles. Fait que c'est là, à ce moment-là, que on pourrait peut-être manquer de sous là, dans la caisse si elle était provinciale. Oui, parce qu'il peut y avoir une demande très forte rapidement parce que, l'économie provinciale est quand même... Oui. Et il n'y aura pas rien pour contrebalancer. Donc, c'est un programme d'assurance, c'est un peu comme des programmes d'assurance collective chez un employeur. Plus il y a de gens qui contribuent, moins il y a de risques que les coûts de ces programmes d'assurance-là fluctuent. Okay. Madame Moore, on va passer à un autre dossier, si vous me permettez. On va parler du Sénat. Je vous ai déjà posé la question, puis je vais revenir aussi dessus sur le Sénat. Est-ce que
selon vous, le Sénat a sa raison d'être? Et est-ce que, selon vous, vous êtes pour l'abolition du Sénat ou le maintien du Sénat? Parce que si on regarde un peu, on sait ce qui s'est passé avec M. Brazeau. C'est quand même pas beau trop. Et M. Brazeau, mais si il n'est pas démis de ses fonctions, il est là jusqu'en 2049. Il faut vraiment y penser 2 fois. Et puis, on sait, Duffy, Mme Pamela Wallin aussi, qu'est-ce qu'elle a fait. Quelle est votre position sur le Sénat? Pour ma part, il faut l'abolir. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré à la politique du NPD depuis le début, c'est que le Sénat a pu sa raison d'être depuis, au départ, c'était un peu, si on peut dire, au 19e siècle, quand il a été mis en fonction, c'était vraiment pour, si on peut dire, avoir certains érudits qui pourraient jeter un coup d'œil éclairé au projet de loi. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à peu près depuis le début du Sénat, c'est juste un endroit pour donner des récompenses à des amis du parti au pouvoir. C'est vraiment pas là. Il y a plein de gens qui s'absentent. Il y a des gens qui ont fait des choses complètement ridicules. On a tous ceux qui sont fraudés ou dont les dépenses sont scrutées présentement. Dieu, oui. Mais on a aussi dans le passé des gens qui ont fait des affaires vraiment ridicules. Là. Je vais vous donner un exemple à quel point les gens n'ont pas... Il y a un homme, un sénateur libéral qui s'appelle Philippe Gigantès, et lui, ce qu'il a fait au Sénat, c'est qu'il a lu du début à la fin son livre qu'il avait écrit en anglais. Et après ça, comme le Sénat et la Chambre des communes, c'est bilingue, on a fait une traduction française. Donc, il a obtenu la traduction française gratuitement de son livre et après ça, il l'a publié. Donc, quand il y a des gens qui font des choses comme ça au Sénat, je pense que ça a vraiment plus sa raison d'être et depuis longtemps. À l'heure actuelle, le Sénat est contrôlé par le gouvernement Harper, apporte pas de changements concrets à nos projets de loi, apporte pas d'amendements. Ils en font quelques-uns, donc ils font plus un travail de représentation, si on peut dire, à l'extérieur. Il y en a plein qui viennent pas, donc je pense que ça a vraiment plus sa raison d'être. Je reconnais quand même qu'il y a certains sénateurs qui sont vraiment engagés dans leur tâche. Qui font leur travail, oui, ça. Qui font leur travail, mais il y en a beaucoup. C'est en minime, c'est une minime quantité. Ça, il faut le dire exactement. Puis je pense que, justement, dû à ça, on est beaucoup mieux de l'abolir. Il est plus utile, quitte au pire à ce qu'on ait peut-être un peu plus de députés si on l'abolit, de toute façon, M. Harper en rajoute 30 dès la prochaine élection. Oui, exactement, oui. Mais cette institution-là est dépassée, elle n'a plus sa raison d'être. Moi, je crois qu'on fait juste l'abolir. Ça coûte 100 millions aux gens pour des gens qui font pas grand-chose. Il y en a qui sont là peut-être le tiers du temps qu'ils sont supposés être au travail. Est-ce qu'il y a un autre employeur qui accepterait que son employé soit là un tiers du temps? Jamais. Madame Moore, dans la même veine, est-ce que, également, il ne faudrait pas abolir le poste de gouverneur général du Canada? La question qui vient au niveau du gouverneur général, c'est un peu complexe parce que si on abolit le Sénat, il reste le gouverneur général qui peut mettre, mettons, un droit de veto si on va, mettons, vraiment trop loin dans un projet de loi. Donc, je pense que c'est des questions qu'on doit, si on peut dire, étudier dans l'ensemble, c'est-à-dire, si on abolit le Sénat, est-ce qu'on garde le gouverneur général versus si on garde le Sénat, la réponse n'est pas la même, à savoir si on garde le poste de gouverneur général, selon moi, si le Sénat est toujours là ou versus s'il est aboli. Donc ça, je pense que c'est des questions qu'il faudrait regarder plus attentivement puis remettre en contexte aussi versus qu'est-ce qu'on fait avec le Sénat. Parce que ce pauvre gouverneur général du Canada qui maintenant doit payer ses taxes, ils ont trouvé ça vraiment, ça n'avait pas de bon sens, parce que maintenant, il faut que le gouverneur général paie ses taxes. À partir du 1er janvier, il ne les payait pas avant. Mais par contre,
pour le récompenser, ils ont pris son salaire de 137 000 pièces, puis ils l'ont passé à 270 000. Fait qu'il doit être capable de payer quelques taxes, probablement. Oui, bien, c'était un peu... ça, c'est une discussion qu'on a fait au niveau du salaire. Bon, peut-être que c'était pas nécessaire de le doubler. Là. Il aurait pu avoir un calcul financier. Oui. Mais c'est sûr que s'il ne payait pas de taxes avec son salaire, bien, tu sais, là, s'il se met à en payer, c'est normal d'ajuster son salaire, tu sais, en fonction. Mais peut-être que là, l'ajustement n'a pas été bien fait. Je suis pas d'accord avec vous pendant tout, mais en tout cas, vous avez droit à votre opinion. Mais moi, en tout cas, de toute façon, moi, c'est ce poste-là qui ne devrait même pas exister, tout simplement, autant que le lieutenant-gouverneur chez nous, ici au Québec. Mais là, on ne rentrera pas dans le Québec à ce moment-là. Mais disons que quand on parle de coupure au fédéral, on pourrait en faire là, dans ces endroits-là. Comme vous dites que le Sénat coûte 100 millions par année, je pense qu'on pourrait le placer en santé et en éducation, puis je pense que ça pourrait être beaucoup mieux placé. On sait que l'émission est enregistrée ce matin le 9 avril et elle va passer le, mon Dieu, j'avais ça dans quelque part, 20 quelques avril, 23, 24 avril prochain. Élection possible de M. Justin Trudeau à la tête du Parti libéral fédéral. Qu'est-ce qu'en pense le NPD? On extrapole un peu parce qu'on prétend que ça peut probablement être lui qui va être... Est-ce que ça va apporter quoi de plus? Bien, c'est dur à voir parce que, tu sais, c'est sûr qu'au niveau... quand il y a un nouveau chef, il y a souvent un engouement, mais ça finit par retomber. Au provincial, on l'a vu avec M. Couillard au provincial, on l'a vu, oui. Mais finalement, ça finit souvent par retomber après quelques temps. Fait que ça ne changera pas énormément d'affaires. Bien, je pense pas que ça va changer notre stratégie. Okay. On ne l'a pas vu performer en chambre en tant que chef non plus. Moi, ce que j'ai entendu vraiment, mettons, au niveau des discours, de ses interventions en chambre en général, ça m'a pas du tout impressionné. Je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas de contenu, Donc, les libéraux choisiront le chef qu'ils veulent bien, puis... mais, vous allez faire avec, comme on dit. On va faire avec, mais je pense que nous, depuis le début, notre objectif, ça a vraiment été de déloger Harper, parce que vraiment, ces politiques font reculer le pays. Oui. Et je pense qu'on s'est plus ou moins attardé à ce qui se passe au niveau du Parti libéral, dans le sens qu'ils feront bien ce qu'ils voudront faire, puis ils vivront avec leurs décisions. Madame Moore, il reste à peine 2 minutes. Je voudrais vous entendre sur la Commission électorale fédérale qui délimite les circonscriptions électorales fédérales, qui a tranché, et dans votre comté, vous perdez 2 municipalités, soit Villebois et Val-Canton. Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est sûr que j'aurais aimé les conserver avec moi. D'ailleurs, tu sais, j'ai déposé un mémoire pour vraiment montrer le lien de ces municipalités-là, en particulier avec la MRC de l'Abitibi-Ouest. Maintenant, quand je suis allée rencontrer les élus, les gens là-bas pour parler de ce redécoupage-là, il n'y avait pas de consensus clair au niveau de la population parce que, bon, au niveau, si on peut dire, du gouvernement du Québec, ils sont avec la Janésie, ils sont habitués de travailler avec ces acteurs-là. Au niveau des circonscriptions électorales provinciales aussi, ils sont avec Woongawa. Donc, ils sont avec le nord du Québec. Fait qu'ils seront avec M. Saganache. Exactement. À ce moment-là. Il reste à peine 1 minute. J'aimerais vous entendre sur Idle No More. Approuvez-vous ça? Bien, d'une manière générale, oui, on approuve le fait que les jeunes autochtones et les plus âgés demandent plus de pouvoir, demandent qu'on les écoute. C'est sûr et certain que dans tous les mouvements de protestation, quand il y a des gestes plus violents, si on peut dire, on n'approuve jamais ces gestes-là. Mais le fait que les Autochtones se lèvent, se disent que c'est assez, qu'il faut qu'on nous écoute, qu'il faut qu'on arrête de prendre des décisions sur nous sans nous consulter, c'est sûr et certain qu'on approuve, qu'on demande aux gens, qu'on demande au gouvernement de les écouter, de vraiment s'asseoir avec eux, de faire le travail qu'ils n'ont jamais voulu faire et de discuter de nation à nation avec ces communautés-là. Madame Moore, merci infiniment. C'était très intéressant. Merci de votre présence à cette émission. Puis on va sûrement se revoir à l'automne prochain et je vous souhaite un bon été. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.